n'ont encore que 13 euros, 14 heures. Donc ce soir, bien, ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, on va parler de la guerre d'indépendance des États-Unis. On ne va pas parler en fait des Américains eux-mêmes, on va parler des nôtres qui ont participé à cette guerre, les nôtres, des Noirs comme nous, des Africains, plus précisément des Bas-Congo. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les seuls, mais on va se focaliser sur eux. Donc aujourd'hui aussi, on reçoit un historien, un chercheur, son nom c'est Arsène Franklin Nganga. C'est un spécialiste des migrations au Bas-Congo. Il a écrit des livres et moi j'ai quelques-uns de ses livres. Donc on va le faire entrer, il va s'introduire et on va commencer ce live très très important pour ceux qui sont des férus d'histoire, pour ceux qui veulent comprendre notre histoire à travers le monde. En tout cas, attachez vos ceintures parce que ça va décoller, ça va être chaud. Voilà. Bonjour, grand frère Arsène Franklin Nganga. Bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Alors, comment allez-vous en ce dimanche 25 juillet 2021? Ben, je me porte à merveille et c'est un plaisir aujourd'hui pour moi pour pouvoir rendre un témoignage sur des faits qui datent du XVIIIe siècle et qui concernent la naissance, le processus de naissance des États-Unis d'Amérique. Et avant vraiment qu'on ne rentre dans le vif du sujet, grand frère Arsène Nganga, comment on peut vous reconnaître? Comment votre introduction? Vous êtes un chercheur, vous êtes un historien, on aimerait en savoir un peu plus. Bon, je suis historien de formation, je suis aussi économiste de formation et mon domaine porte sur l'histoire ancienne, précisément sur l'histoire économique et spécialement sur la traite transatlantique des populations de l'Afrique centrale vers le continent américain. J'ai passé 6 mois de résidence de recherche sur la question de la traite négrière entre l'Afrique centrale et la Nouvelle-Angleterre, donc à partir de Boston jusque dans le New Hampshire. J'ai fait 6 mois de résidence de recherche à la Brown University de Providence dans le Rhode Island. Mais je suis également chercheur associé au CERDOTOLA, le Centre d'études et de recherche sur les traditions et les langues africaines. Je suis également conservateur du patrimoine, membre du Conseil international des sites et monuments historiques et écrivain, auteur de plusieurs articles scientifiques et d'ouvrages. Très bien. Et là, donc, le décor est planté. Et grand frère, on va commencer. Moi, je vais commencer par comprendre, en fait. Je veux comprendre, avant qu'on aille dans le fond, comment ces Bas-Congo-là, donc ces peuples venus d'Afrique centrale, s'enrôlent dans les armées patriotiques ou les armées de la couronne. On va commencer par leur présence en Amérique. Comment peut-on expliquer la présence de ces peuples venus d'Afrique centrale en Amérique? Bon, comme nous sommes sur la guerre d'indépendance des États-Unis, donc je veux m'exprimer sur la présence des Bas-Congo dans les 13 colonies. Dans les 13 colonies britanniques de l'Amérique du Nord qui vont se révolter contre la métropole, donc la Grande-Bretagne. Vous savez, les Européens sont arrivés sur le continent américain dans les années 1400 et quelques avec Christophe Colomb, pour le compte d'abord de l'Espagne. Ensuite, il y a eu les Portugais qui ont occupé le Brésil en 1500 et les Anglais vont occuper quelques îles de la Caraïbe, notamment la Barbade et la Jamaïque, et ensuite progressivement le nord de l'Amérique. Ils vont chercher à valoriser ce continent du point de vue économique. Ils ont essayé avec les Indiens, ça n'a pas pu. Après, ils se sont tournés vers l'Afrique. Et c'est dans ce contexte que les Congo vont se retrouver outre-Atlantique, d'abord déportés par les Portugais au début de la traite. Et comme l'Espagne n'avait pas une compagnie négrière, les Portugais ont transporté des esclaves pour le compte de l'Espagne. Ensuite,
les Français, les Néerlandais et les Anglais vont rentrer dans ce commerce négrier. Et ce sont les Anglais et les Néerlandais qui vont ramener d'abord les Bakongo en Amérique du Nord, ensuite les Français au niveau de la Louisiane. Mais les Néerlandais, on peut dire que ce sont les Néerlandais qui ont été les premiers à ramener les Bakongo sur le continent américain parce qu'ils ont beaucoup fourni des esclaves en Virginie et ils ont ramené les premiers esclaves qui vont ramener sur le continent américain à la Nouvelle-Amsterdam. Ça sera en 1626. Et maintenant, les Anglais ramènent leurs premiers esclaves de l'Afrique centrale en 1619. Mais ce sont des esclaves qui venaient d'un bateau que des pirates anglais avaient piraté au niveau de Veracruz, et aujourd'hui le Mexique, et qui vont ramener en Virginie en 1619. Donc c'est dans le contexte de la traite transatlantique que les Bakongos se sont retrouvés en Amérique du Nord. Et j'aimerais qu'on précise, quand on parle des Bakongo, en fait, on parle de ces Africains qui appartenaient au Royaume Congo, donc, avec des pays comme l'Angola, le Gabon. L'Angola, le Gabon et même la Namibie, parce que les limites exactes du Royaume Congo ne sont pas connues. Les Portugais nous ont rapporté les limites du Royaume Congo à moitié parce qu'ils étaient limités sur les réalités de la côte. Même dans certaines cartes anciennes du Royaume Congo, le Gabon, la partie du Gabon n'apparaît même pas. Or, avec les dernières fouilles archéologiques, en se basant sur les dernières fouilles archéologiques du projet Congo King et en se basant sur la tradition orale, le Royaume Congo comprenait également une partie du nord de la Namibie. Et même le Kalahari, puisque le Kalahari, quand vous lisez mon livre sur les peuples et civilisations Congo dans le sud du Gabon, Kalahari c'est un toponyme Congo. C'est Kala-Djahari. C'est dans vous retrouvez le sens dans une sous-langue du groupe Kikongo, la signification du mot Kalahari. Donc, quand on se base sur la tradition orale, on peut rallonger le Royaume Congo jusqu'au Kalahari. Et même la colonie, le Ndongo, qui deviendra la colonie de l'Angola, qui était un vassal, au départ, ils ont la même migration. Et du point de vue linguistique, le Kikongo n'est qu'une évolution linguistique du Kimbundu. Donc, quand on rentre en profondeur, même les habitants de la colonie de l'Angola, ce sont des Congos. Je vais faire une petite parenthèse. Parce que même moi, dans mes recherches, j'ai cru comprendre que même la Zambie faisait partie du Royaume Congo. Bon, pas toute la Zambie, une partie de la Zambie. Ça c'est probable, mais il faut le démontrer à partir de la linguistique, la conscience collective. La conscience collective est une source d'information également sur le passé. Maintenant, donc, ces Africains donc, se retrouvent en Amérique. Est-ce qu'il y a un point bien précis? Parce qu'on va parler des 13 colonies, c'est important. Oui, les 13 colonies. Est-ce qu'ils se retrouvent tous dans toutes ces 13 colonies ou il y a un foyer de concentration bien précis? Est-ce que c'est en Virginie? Bon, ils étaient dans toutes les 13 colonies, mais il y avait un foyer où il y avait ils étaient majoritaires pendant un certain temps et ils étaient quasi majoritaires bien à la veille de la Révolution. Bon, on commence par la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, donc je prends le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island. Et au niveau du Massachusetts, au niveau des archives judiciaires du Massachusetts, on retrouve des esclaves appelés Angola, qui possédaient des esclaves émancipés appelés Angola dans le comté de Suffolk à la fin du XVIIe siècle. Ah, dans le comté de Suffolk? Oui, dans le Massachusetts, on trouve des archives où on cite des esclaves émancipés avec le nom d'Angola. Et dans le Rhode Island, on a retrouvé des Nkisi à Newport. Des Nkisi à Newport, et ces Nkisi sont aujourd'hui exposés au Smithsonian.
Mais lors de ma résidence de recherche à la Brown University, en se basant sur les archives que j'avais en face de moi et en se basant aussi sur les archives des navires que l'on retrouve sur la base de données de l'Emory University, il y a eu à peu près 20% d'Africains originaires du Royaume Congo en Nouvelle-Angleterre. 20%. Et on revient maintenant à New York. New York était d'abord une possession hollandaise. C'était la colonie de la Nouvelle-Néerlande. Et cette colonie de la Nouvelle-Néerlande comprenait à peu près le Connecticut, l'actuel État de New York, la Pennsylvanie et le Delaware. Et la capitale se trouvait sur l'île de Manhattan, c'était la Nouvelle-Amsterdam. Les premiers esclaves qui arrivent à la Nouvelle-Amsterdam arrivent en 1626. Et ces esclaves sont partis du royaume, de la colonie de l'Angola et du royaume Congo. Et on peut retracer la présence des Congos à la Nouvelle-Amsterdam entre 1626 et 1664, parce que c'est en 1664 que les Anglais ravissent la colonie. Mais entre 1626 et 1664, les esclaves à la Nouvelle-Néerlande étaient baptisés à l'église protestante hollandaise. Et le registre des baptêmes indiquait les origines ethniques de ces esclaves-là. Or, ce registre-là existe encore à la New Netherlands Research Institute qui se trouve à Albany, dans l'état de New York. Et ce registre des baptêmes a été même cité par le professeur Frijhoff, le professeur qui est professeur émérite, qui enseigne à l'université Erasme de Rotterdam, qui a écrit un livre biographique sur l'évêque de l'église hollandaise à la Nouvelle-Amsterdam qui s'appelait Dominique Bogardus. Et il a compilé ce registre des baptêmes. Or, dans le registre des baptêmes, entre 1626 et 1664, la majorité des origines ethniques des esclaves indique Congo, puisque les esclaves à la Nouvelle-Hollandaise s'appelaient par exemple Anna van Angola. Ça veut dire que l'esclave, je prends d'abord Jacob de Gerrit de Reus van Angola. Ça veut dire que l'esclave appartient à de Gerrit de Reus et il est originaire de l'Angola. Or, le registre des baptêmes qui existe encore aujourd'hui à Albany, la majorité des origines ethniques indiquent Congo et Angola. On retrouve aussi Van Luango. Et dans l'ouvrage du professeur Cynthia Van Zandt, qui enseigne à l'université du New Hampshire, dans son ouvrage sur les rapports interculturels en Amérique du Nord précoloniale, elle dit qu'on parlait Kikongo à New York au XVIIe siècle. Donc la majorité des Africains, sur la base des archives que l'on peut consulter, le New Netherlands Research Institute, c'est un institut qui conserve les archives de la période hollandaise en Amérique du Nord, qui avait pour capitale la Nouvelle-Amsterdam, qui va devenir New York. Sur la base de ces archives-là, et les Bas-Congo constituent à peu près 60 à 70% des Africains du New York colonial d'avant l'arrivée des Anglais. Et on retrouve des traces que même à l'époque, ils parlaient le Kikongo. Oui, plus que dans l'ouvrage de Cynthia Van Zandt, dans son ouvrage écrit en 2008 sur les rapports interculturels en Amérique du Nord, elle dit qu'on parlait Kikongo à New York au XVIIe siècle. Ça, c'est des choses à savoir. Et même le premier mariage africain qui a été enregistré à l'église réformée protestante des Hollandais à la Nouvelle-Amsterdam, c'est un mariage des esclaves émancipés Bas-Congo. Ça, c'est des choses à savoir. Donc, la majorité ethnique du centre, la majorité ethnique avant 1664, entre 1626 et 1664, dans le Connecticut, le Delaware, l'actuel État de New York, c'est la majorité entre 60 et 70%, c'était des Bas-Congo et des Mbundu. Les Mbundu, c'est les habitants de la colline de l'Angola. Mais ce sont des Congos aussi, parce que quand on va dans l'historique, ils ont les mêmes origines. Le Kimbundu, le Kikongo, c'est une évolution linguistique du Kimbundu.
Maintenant, à partir de 1664, quand les Anglais ravissent la Nouvelle-Amsterdam, à partir de 1664, la Nouvelle-Amsterdam devient New York, en mémoire du duc d'York. Et ça va s'appeler maintenant les colonies du milieu, puisque les Anglais vont occuper aussi la Virginie, le Maryland et la Caroline du Sud jusqu'à la Géorgie. Donc la zone qui s'appelait la nouvelle Néerlande va devenir colonie du milieu. Donc pendant l'administration anglaise, vous savez que les colons anglais avaient la politique de l'assimilation. Les esclaves seront anglicisés, les noms seront anglicisés. Et même certains Hollandais qui sont restés dans la colonie, ils vont angliciser leur nom. Donc tous ces Africains, il y aura une très forte anglicisation. Il sera maintenant difficile d'individualiser Congo, Sénégal. Mais à partir du trafic des navires, à partir du registre des navires, on a pu évaluer à peu près, on sait qu'il y a eu à peu près 30% des esclaves, puisque dans l'ouvrage du défunt professeur Ira Berlin, qui enseignait à l'université du Maryland, dans un ouvrage publié en 2005, Slavery New York, publié à New York Press, dans cet ouvrage-là, il y a une carte démographique de New York jusqu'à la veille de la guerre d'indépendance. Au moins à peu près 30% des esclaves africains étaient originaires de l'Afrique centrale, mais plus particulièrement du Royaume Congo. Et le reste, c'était la Sénégambie, la Côte d'Or. Donc, à partir de la carte démographique publiée par le professeur Ira Berlin dans son livre Slavery New York, nous pouvons retrouver l'ethnicité dans les colonies du centre. Et également dans les documents de la Williamsburg Foundation, on retrouve aussi le pourcentage ethnique des Africains dans les colonies du milieu. Ça, c'est des choses à savoir, c'est tellement puissant. Et quand on va en Pennsylvanie, le lieu de vente des esclaves s'appelait Congo Square. L'endroit où le marché de vente des esclaves, on appelait Congo Square à cause de la supériorité numérique des Bakongo. Congo Square, actuellement à Philadelphie, ça a été débaptisé. Actuellement, à Philadelphie, Congo Square s'appelle Washington Square Park. Et dans un ouvrage de Martha Iman, elle nous dit que au XVIIIe siècle, la plupart des marins au port de Philadelphie étaient appelés Congo. Quand on descend dans le Delaware, quand on descend dans le Delaware, dans le Delaware, il y a une ville qui s'appelle Angola. Si vous allez sur Google, vous tapez Angola in Delaware. Il y a une ville qui s'appelle Angola. Ça, je connais. Ça indique... Aller checker, parce que... Allez vérifier. Oui. Mais tu sais, grand frère, moi, le seul Congo Square que je connaissais, c'est le Congo Square de la nouvelle... dans la Louisiane. Il y a Congo Corner, même à Lexington, en Alabama. Il y a d'autres Congo Corner, Congo Place. Ok. Donc, quand on descend dans le Delaware, on retrouve la ville d'Angola. Et c'est cette ville-là, dans les archives, on nous dit que le nom Angola, c'était par rapport à la supériorité numérique des esclaves venant de la colonie de l'Angola. Quand on descend dans la baie de Chesapeake, le Maryland et la Virginie, le premier navire qui arrive en Virginie est arrivé en août 1619. Ce sont des pirates anglais de la Virginie qui avaient piraté un navire portugais à Veracruz, qui ont ramené des esclaves, les premiers esclaves en Virginie, en 1619. Grand frère Arsène Ganga, on va faire une pause, parce qu'il faut bien comprendre ça. Ça veut dire qu'à l'époque, ce sont les Portugais qui ont accès aux côtes du Royaume Congo. Donc, c'est eux qui ont des navires qui vont prendre les Congos. Au 15e siècle. Mais le problème, c'est que les Anglais arrivent en Afrique centrale à peu près en 1620. Mais entre eux, ils se font la guerre parce qu'ils se piquent les navires, en fait. Oui, mais il y a aussi le royaume de Luango, vassal du royaume Congo, qui va ouvrir ses côtes aux autres nations. Les Portugais se sont accaparés des côtes du royaume Congo et de la colline de l'Angola. Est-ce qu'ils ont vraiment ouvert leurs côtes ou bien ils ont été forcés, en fait, ils étaient contraints?
Non, c'était une guerre commerciale. Donc, les Anglais, les Français, les Hollandais n'ont pas vraiment, non, je peux dire, n'ont pas trafiqué sur les côtes de l'Angola et du Royaume Congo. Ils étaient à Luango. Parce que le roi du Luango avait ouvert ses côtes aux étrangers avec d'abord les Néerlandais en 1630. Mais les Anglais arrivent à peu près au même moment. Donc, les Hollandais, les Français et les Anglais ont trafiqué au niveau de Cabinda, Malemba, Luango et les côtes du Gabon. Mais l'historienne anglaise Phyllis Martin nous dit que les Anglais allaient puiser, utilisaient des trafiquants pour aller puiser des esclaves au Royaume Congo, mais ils les faisaient sortir par le Royaume de Luango. Et aujourd'hui, quand vous arrivez sur la baie de Luango, il y a des pistes, on vous montrera, il y a des pistes qui vont au Gabon et la piste qui va au Cabinda. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de faire partie de l'équipe de la reconstitution du tracé de la route des esclaves au Congo pour le compte du ministère du Tourisme à l'époque, en 2016, quand j'étais consultant au ministère du Tourisme à cette époque. Et grand frère, je vais faire une parenthèse pour bien comprendre. Le Cabinda, en fait. Le Cabinda était considéré comme étant un territoire congolais, un territoire congolais de la RDC ou un territoire congolais de Brazzaville. Pendant la période précoloniale, le Cabinda était dans le Luango. Mais le Luango ne figure pas dans les archives avant le 15e siècle. Le Luango était toute une province du Royaume Congo qui est devenue indépendante avec la traite négrière. Comme le Kakongo, le Ngoyo, c'était des provinces du Royaume Congo qui sont devenues indépendantes. Donc le Cabinda était dans le Luango. Voilà pourquoi vous retrouvez beaucoup de cabinets d'ailleurs à Pointe-Noire qui parlent le Vili. Qui parlent le Vili, exactement. Oui. Qui parlent le Vili, exactement. Je suis allé à Pointe-Noire, ça remonte, mais je suis comme allé à Pointe-Noire. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu... je dis, mais attends. En tout cas, là les choses commencent à s'éclaircir. Donc, grand frère Arsène Ganga, maintenant, ce que je veux savoir, c'est que ces Africains qui arrivent en Amérique, l'histoire nous dit qu'ils ne vont pas se laisser faire, ils vont rentrer dans des révoltes. Oui. Et l'une, moi, des révoltes que je connais qui est la plus célèbre, c'est la révolte de Stono. Peut-être que je suis sûr que toi, en tant qu'historien, tu connais les autres révoltes. Est-ce que c'est Stono qui donne le là à toutes les autres révoltes sur le continent américain? Quand je dis américain, aussi bien en Amérique qu'au Brésil, avec les zombies et les autres. Non, mais la révolte de Stono a été déclenchée par rapport au contexte de la Caroline du Sud. Oui, parce que c'était des esclaves. C'était en 1700, la révolte de Stono, c'est en 1739. Oui. Mais avant 1739, il y a eu des révoltes en Amérique. Nzumbi, c'est bien avant 1739. Ah, ok, parce qu'on fait cette confusion des fois. Oui, mais ce qui est clair, c'est que la plupart des révoltes dans les Amériques ont été conduites par des esclaves congolais. Bon, pas toutes les révoltes, mais la majorité des révoltes. La majorité des révoltes. Parce que parfois, tu peux en citer quelques-unes de ces révoltes. Bon, il y a le mouvement, par exemple, de Makandal à Saint-Domingue. Le mouvement de Makandal à Saint-Domingue qui peut être considéré comme après le mouvement de Padre Jean, dont les origines ethniques ne sont pas connues. C'est le mouvement de Makandal. Il y a eu une révolte à New York aussi. Il y a eu des révoltes à New York. Il y a eu la révolte de Nat Turner en Virginie où 20% des esclaves étaient des Congos. Au Brésil, au Brésil, à part le mouvement de Nzumbi, dans d'autres provinces, nous avons eu aussi des révoltes. Et comment on appelle, en Jamaïque aussi, il y a eu des révoltes. Tout à fait. Et je rappelle que Makandal, en fait, c'est un nom très Congo, en fait. Oui, dans les origines Congo d'Haïti, j'ai précisé que le nom c'est Makandala. Mais les locuteurs du français, avec la prononciation française, ont perdu la dernière lettre A. Au lieu de prononcer Makandala, ils ont prononcé Makandal. Parce que moi, quand je faisais mes recherches, j'ai découvert par exemple Makandal. Moi, j'ai fait le rapprochement avec des noms que je vois jusqu'aujourd'hui dans les deux Congos, comme par exemple Yakanda, Makanda. Bon, vous savez, il faut avoir une démarche scientifique. On n'imagine pas l'histoire.
Oui, hein, à partir il y a des méthodes linguistiques où on peut faire une étude sur les changements phonologiques ou les changements morphologiques d'un nom. Non, ça se comprend, ça se comprend tout à Voilà. fait, ça, c'est ça. Donc, pour terminer, pour boucler votre question, donc au niveau de la Virginie, entre 1619, l'arrivée du premier navire en provenance, qui était des captifs de la colonie de l'Angola, entre 1619 et 1661, la Virginie et le Maryland, c'était plus des serviteurs sous contrat. Bon, c'était de l'esclavage caché, c'est-à-dire que c'était des Noirs qui ont débarqué et ils avaient des contrats de travail. Et ils devenaient affranchis après à peu près 7 ans. C'est à partir de 1661 que la traite négrière commence vraiment en Virginie et au Maryland. Mais entre 1619 et 1661, la majorité avait des noms lusophones. Ils venaient de la baie du Bénin et du Royaume Congo. Et d'ailleurs, le premier noir a été élu. Le premier noir a été élu à l'Assemblée coloniale du Maryland. Mathias de Souza est considéré comme étant un Africain originaire de la colonie de l'Angola. Donc il faut préciser qu'ils ont des noms lusophones. Oui, ils ont des noms lusophones. Parce qu'ils ont été baptisés. Ouais, ils étaient là pour la plupart, parce que les Anglais, quand vous voyez la Barbade, la plupart des esclaves, ils ont emmené à la Barbade, ils ont emmené en Virginie. Les Anglais, c'était des pirates, ils étaient en train d'attaquer des navires portugais, ils ravissaient, ils récupéraient des captifs qu'ils ramenaient au niveau de la baie de Chesapeake. Donc le Maryland et la Virginie. C'est en 1661 et jusqu'à la veille de la Révolution qu'il y a eu la traite, vraiment la traite transatlantique en Virginie et dans le Maryland. Mais quand on lit Melville Erkowitz Cluster, il cite également la région du Congo comme étant une région d'origine des captifs de la Virginie par exemple. Et les Congos en Virginie, c'est surtout au niveau de York, dans le bassin de York, au niveau de York et à peu près l'ancienne capitale Williamsburg. Et j'aimerais savoir, juste par curiosité, quelle est la place de Fort Mosé dans tout ça? Bon, Fort Mose, c'est la Floride. La Floride ne fait pas partie des 13 colonies. Donc on ne peut pas évoluer, on peut pas parler de Fort Mose dans l'histoire de la guerre d'indépendance des États-Unis. Parce que la Floride en 1700, pendant les prémices même de la Révolution, à partir de 1765 jusqu'au début, jusqu'à la déclaration d'indépendance en juillet 1776, la Floride ne faisait pas partie des 13 colonies. Ce n'est que bien après, avec la naissance des États-Unis, que la Floride, une partie de la Floride, on va créer une partie de la Floride qui était en fait une partie de la Géorgie. Voilà. Et donc maintenant, on a planté le décor d'un point de vue démographique, hein, cette démographie historique. Maintenant, j'aimerais qu'on parle. Qu'est-ce que la révolution américaine dans sa temporalité? Qu'est-ce que c'est la révolution? Bon, la révolution américaine c'est un processus, c'est une révolte, un changement idéologique, politique, économique et militaire des 13 colonies britanniques de l'Amérique du Nord qui n'ont pas accepté l'imposition unilatérale des taxes, de la fiscalité. Il y avait d'ailleurs une devise: pas d'imposition d'impôts sans représentation. Donc les colons américains n'avaient pas accepté des impositions au niveau de la fiscalité et au niveau politique, sans pourtant être représentés au Parlement de la métropole à Londres. Donc il y aura des contradictions entre la métropole et les colons, et ça va entraîner un mouvement de mécontentement, et chaque colonie va commencer à créer sa milice, et il y aura maintenant le sabotage des symboles de la métropole au niveau des 13 colonies jusqu'à ce qu'on ait imposé des taxes sur le thé. Ça va entraîner le Boston Tea Party où les colons vont jeter le thé anglais au large de Boston, et ça va entraîner
ce qu'on appelle la guerre d'indépendance des États-Unis. Il y a d'abord la déclaration, en juillet 1776, il y aura une déclaration d'indépendance et c'est en fait officiellement le début de la guerre d'indépendance ou la révolution américaine. Donc c'est une révolte des colons contre la métropole. Les colons des 13 colonies contre la métropole. Donc il y aura les belligérants seront constitués de l'armée continentale, donc l'armée des colons, l'armée continentale qu'on appelle également les patriotes ou les rebelles, sous l'autorité militaire du général George Washington. Et ensuite il y a les loyalistes, donc l'armée britannique, dont le plus célèbre général, c'est le général Henry Clinton, qui est resté longtemps à New York, parce que New York c'était le point fort, c'était même le quartier général des Anglais qu'ils ont occupé jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Et dans tout ça, à ce moment-là, tout ça, les Africains qui sont là, qu'est-ce que ça représente pour eux? Bon, il y a une historiographie qui dit que pendant que les colons se battaient pendant la Révolution américaine, les Noirs sont restés dans l'esclavage. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que à la veille de la guerre d'indépendance des États-Unis, il y avait 2 millions d'habitants dans les 13 colonies. 20% des 2 millions étaient des Africains. Or, dans l'ouvrage de Malcolm Joss Lee, il y a une lettre du général George Washington au colonel Henry Lee. Cette lettre date de 1775. Dans cette lettre, le général George Washington, l'ouvrage de Malcolm Joss Lee a été publié à Yale University Press en 2018. Dans ce livre, donc, on retrouve une lettre du général George Washington au colonel Henry Lee qui dit que celui qui va gagner la guerre, c'est celui qui va utiliser le plus rapidement les Noirs. C'est celui qui va utiliser le plus rapidement les Noirs. Parce que pour faire la guerre, il faut avoir des moyens humains. Il faut avoir des moyens économiques. Donc, à part cette lettre de George Washington, qu'on trouve dans le livre de Malcolm Joss Lee, il y a encore une lettre du général James Mitchell Varnum dans le Rhode Island. Il s'adresse au général George Washington en 1778 pour constituer d'autres régiments qui vont aller sur le front. Mais le général James Mitchell Varnum, qui s'adresse au général George Washington, dit qu'il faut constituer d'autres régiments, mais ça doit être des régiments de Noirs. Maintenant, moi j'aimerais savoir pourquoi il compte sur la force de ces Africains. Bon, c'est pas tout. En 1775, le gouverneur de la Virginie, Lord Dunmore, fait une déclaration que tous les esclaves qui vont rejoindre la couronne britannique, qui vont s'échapper des plantations des colons américains pour joindre la couronne britannique, ils vont devenir libres. Et on dit même que cette déclaration du gouverneur de la Virginie, à l'époque en 1775, Lord Dunmore, précède même l'émancipation des esclaves proclamée par Abraham Lincoln. Mais à part la déclaration